Le fameux TEPCV dont on parle beaucoup, finalement, on a beaucoup de mal parfois à le décliner et à comprendre ce à quoi ça correspond. Donc, territoire à énergie positive pour la croissance verte. En 2014, plus précisément en septembre 2014, le ministère de l'Environnement, de l'Écologie lance un appel à projet en direction des collectivités territoriales. Le Pays Basque candidate et le dossier retenu, quand je dis le dossier, pour le Pays Basque, c'est conjointement 3 projets qui ont fait cause commune, Soul Chiberoa, Garassi-Baïgori et Conseil des élus. En fait, dans l'appel à projet, il y a 6 thèmes qui sont fléchés par le ministère. Premier thème, réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment et l'espace public. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées au transport. Développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets, produire des énergies renouvelables locales, préserver la biodiversité, c'est-à-dire protéger les paysages et promouvoir l'urbanisme durable, développer l'éducation à l'environnement, éco-citoyenneté et mobilisation locale. Et ça serait mal connaître le Pays Basque que de penser que nous n'aurions pas rajouté un thème spécifique qui est dédié à la gouvernance alimentaire. C'était un appel à candidature de l'État par le biais du ministère de l'Environnement. Donc on avait déposé un dossier de candidature qui avait été accepté. C'est vrai que donc en Garassi-Baïgori, nous sommes déjà engagés depuis l'étude de 2012, TEPOS que nous appelons, qui a permis de recenser en fait les sources d'économie d'énergie. Et lorsque le ministère a donc lancé la procédure TEPCV, nous avons étayé par cette étude-là, donc nous avons postulé et nous avons été retenus. En 2015, nous avons pu bénéficier d'une enveloppe de 500 000 €. Nous avons ensuite bénéficié, il y a eu un second appel à projet, plus exactement un complément d'appel à projet. Nous avons également candidaté, nos projets ont été retenus. Cela nous permet de bénéficier d'une dotation supplémentaire d'1,5 million. Sur une trentaine d'actions aujourd'hui inscrites dans le programme TEPCV du Pays Basque, nous avons 2 études qui sont actuellement en cours. C'est un diagnostic climat-énergie et une étude d'opportunité sur le potentiel des emplois verts et des filières vertes. Protection de l'environnement, création d'emplois également, pour cette remise en cause de la société et la remise en cause de nos manières de faire, de nos manières d'être. Donc création d'emplois qui seront forcément des emplois non délocalisables. Le Conseil des élus a missionné Nobatech, qui est un centre technologique privé qui est basé à Anglet, pour travailler sur l'axe qui est lié au bâtiment, dans le cadre de cette démarche générale TEPCV. Et dans ce cadre-là, on va notamment travailler sur un outil qui s'appelle une plateforme de rénovation énergétique. Et l'objectif de cet outil, c'est d'accélérer les travaux de rénovation énergétique dans l'habitat au niveau du Pays Basque. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au Pays Basque, la question des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, la principale source, c'est le résidentiel. Donc on est dans un secteur qui est très impactant d'un point de vue consommation de gaz à effet de serre. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui existent, qui sont peut-être un petit peu disparates, mais en tout cas le territoire Pays Basque est très actif là-dessus. Et l'idée de tout ça, c'est d'apporter un petit peu plus que ce qui existe déjà et de vraiment se fixer un cap qui soit très ambitieux en termes de rénovation. Et en parallèle, il y a un système de financement qui est peut-être pas très clair, peut-être pas très bien perçu par les particuliers, alors que c'est quand même un élément qui est déclencheur pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Et en plus de ça, le système de financement aujourd'hui, il oriente vers des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à tout type de bâtiment. Par exemple, sur une vieille ferme basque du 19e siècle, il ne faut pas venir mettre en place des solutions de la même manière qu'on mettrait sur un bâtiment qui a été construit dans les années 70. C'est vrai que le système de financement a tendance à homogénéiser un petit peu les solutions et je pense que la plateforme pourra apporter aussi des choses dans ce domaine-là, vraiment des solutions qui soient adaptées à l'habitat au Pays Basque, aussi diverses soient-ils. Donc, comme quelques-uns sur le territoire du Pays Basque, nous nous sommes donc engagés dans cette procédure et nous avons mené des actions concrètes, la rénovation de bâtiments,
qui est une source d'économie d'énergie importante. Nous avons donc mené à bien la rénovation et l'isolation de la bagagerie donc, dans laquelle nous avons implanté la médiathèque. Mais plus gros projet, c'est la rosée de ce centre pour enfants polyhandicapés qui est situé à Banca, qui a bénéficié d'une rénovation globale avec changement des châssis, isolation, donc vraiment à la recherche d'économie d'énergie, mais aussi à la place de la chaudière à fioul, c'est une chaudière à granulés qui va chauffer tous les bâtiments de la rosée. On réfléchissait aussi à refaire le centre multiservice de Molian. Et donc là-dessus, on a aussi, grâce à ça, pu travailler sur les économies d'énergie, sur la mise en place d'un système de chauffage autre. Avant, c'était électrique et maintenant, ça va être un chauffage centralisé, avec, on espère, dans quelques années, le réseau de chaleur bois qui va arriver. En isolation, mais tout ça, on va avoir un bâtiment à haute performance, et ça aussi grâce aux subventions qu'on a pu avoir dans le TEPCV. Bon, adozen plantan teguna egin izun herriko gela bat, eta baliatu izu lurraldia txakatzen bitzin gune bat bai ikastolan kokatzeko, bai ingana gunean kokatzeko. Hoiko nahas mahas xede bat sortu izugu, eta behar izan dugulaik haitatu ze moduz behotuko nien gune desberdin hoik, haitatu izugu egurekin behotuko gintila, zenta badizu betidanik alozeko kuntseiek nahi izan izu eta behotzeko modu hoi baliatu eta aitzinin ezai. Harremanetan txartu gira departamentien energiaz asolatzen den sindikata, SDPA, haikin harremanetan txartu gira, zenta hek kompetentzia hartu berri behitzen, bai behogailu hoien bai egiteko, bai jarraikitzeko notik, maintenanza negiteko. Bestizamentia SDPAk egin dizu, kostien aldetik ez dakizu somat kosteko zaikun zen eta hek behiteko salduko behua, hetik ezi behua salduko, ez dakizuko gana zehin eta bakatuko dugun, zenta guanoz betugu negu beto soik igan, eta batxuritoko behar dizugu sohrazi holako xede azkar bat, xede saian azkartzeko, eta hatxarretik eta ondarriela, gana hebeita eguran egiteatik, egur brisikatien egiteatik eta behogairin aldetik eta heben behin eta lurraldien euken ezagun behar dena, badakio gibri badatekila enplegu sortuko dela. Izo jakin mementuen mitikideko lauai batek fournitzen dikula egur brigikatia, xehekatia. Le réseau de chaleur, c'est un réseau de transport d'eau chaude. Donc sur Molian, il devrait y avoir 3 réseaux normalement, parce que Molian est quand même assez dispersé, donc il faut quand même économiser les tuyaux. Donc il y en aurait un du côté école, stade, abattoir, un autre en centre-ville et un autre plus petit sur l'hôpital qui fait l'hôpital et la maison de santé. Voilà, donc le but c'est d'avoir des chaufferies bois et à partir de ces chaufferies bois d'alimenter plusieurs bâtiments. Et donc et pour nous c'est important aussi avec du bois local. On travaille aussi d'ailleurs là-dessus avec Bitagarbi, tout à l'heure on parlait de charité de bas, donc parce que Bitagarbi aussi a quand même beaucoup de bois qui reçoit en déchetterie et tout ça, donc l'idée ce serait d'avoir du bois local et là aussi de réutiliser du bois qui a été mis en déchetterie pour qu'il ne soit pas enfoui non plus ou pour qu'il puisse servir localement à faire de la chaleur et pour économiser du pétrole par exemple. Le syndicat Biltagarbi a été labellisé territoire zéro gaspillage, zéro déchet par le ministère de l'écologie et de l'environnement, suite à une présentation d'un programme qui est basé sur l'économie circulaire, donc où le déchet redevait une ressource pour le territoire. Le territoire zéro gaspillage, zéro déchet est divisé en 4 piliers. Alors tout d'abord, on commence par réduire les déchets, qu'on soit entreprise, collectivité ou individu. Ensuite, on essaye de favoriser au maximum le tri, la séparation des déchets par matériaux pour pouvoir atteindre notre 3e objectif qui est d'identifier des procédés
pour fabriquer des matériaux recyclés à partir des déchets pour l'industrie, le bâtiment, la construction des routes. Et enfin, le quatrième pilier, c'est comment on peut créer des débouchés locaux pour ces déchets sur le territoire. L'idéal à atteindre du projet est de passer d'une économie linéaire où on prend la matière première, on la transforme, on la consomme, on la jette et on recommence, à une économie dite plus vertueuse, en boucle, où le déchet redevient une ressource pour le territoire. Le programme est également innovant dans le sens où c'est une nouvelle manière de travailler, une manière plus collaborative, où on va essayer de fédérer autour de ce projet de territoire l'ensemble des acteurs du territoire, les entreprises, les collectivités, les individus, les associations, les chambres consulaires, pour ensemble arriver donc à modifier cette économie vers une économie, on va dire, plus idéale, donc où on va essayer d'être plus vertueux. Sur Aerobie, donc, la déclinaison donc, de nos projets consiste à proposer 2 bacs donc, par foyer. Un bac destiné à la collecte des ordures ménagères d'une capacité donc, réduite de 120 litres qui correspond à une production donc, hebdomadaire d'un foyer de 4 personnes et un contenant identique pour proposer une collecte sélective en porte-à-porte. Ces 2 moyens vont permettre dans un premier temps donc, de baisser les ordures ménagères mais d'augmenter de manière conséquente la proportion des déchets recyclables que nous trouvons encore en majeure partie dans nos ordures ménagères. Ces dispositifs ont permis donc, de réduire déjà à hauteur de 15% de la production d'ordures ménagères sur le territoire Aerobie, ce qui représente quand même 1300 tonnes d'ordures ménagères donc, déviées depuis 2013. On a augmenté de pratiquement 20% les tonnages de collecte sélective, c'est environ donc 400 tonnes de collecte sélective en plus. Et donc l'étape suivante consistera donc à développer ce système-là sur des zones éloignées et des zones qui étaient à ce jour inaccessibles aux services de collecte. Donc c'est pour cela qu'on s'est équipé d'un véhicule à gabarit réduit pour collecter donc au mieux ces foyers-là. Et la dernière étape consistera donc à proposer une tarification incitative qui permettra donc à l'usager de payer en fonction de la production de ces déchets. Il faut effectivement envisager toutes les possibilités, toutes les alternatives qu'on peut avoir à la voiture. Alors c'est vrai que ce sont des habitudes. Nous sommes sur des territoires où l'habitat est un peu éclaté. On n'est pas en centre urbain très concentré sur tout le territoire. Ce chantier-là, il est très important, surtout qu'on ne peut pas penser la mobilité en centre très urbanisé, comme on la pensera en Soule ou sur le territoire de Baïgori, parce que voilà, la configuration des lieux est tellement différente qu'il faut avoir de l'imagination, mais on en a, et pour trouver aussi des solutions adaptées à chaque population. Alors la mobilité, c'est toute une offre qu'il faut aider à mettre en place. Alors dans une entreprise, c'est peut-être un plan de déplacement des salariés. D'abord parce qu'il y a des salariés qui habitent au même endroit, donc on se retrouve à un point donné, et on va au boulot ensemble, on a les mêmes horaires, et on est 4 dans la voiture au lieu de 1. Il n'y a pas une réponse pour se déplacer autrement et pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Il y en a de multiples. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir la meilleure efficacité possible, la meilleure réponse possible, en tenant compte aussi simplement du pays dans lequel on vit. C'est un dialogue avec tout le territoire, parce que l'expertise d'usage, celle de vous, de moi, des gens qui se déplacent, est très intéressante pour qu'on puisse après réfléchir à comment répondre à ces besoins particuliers. L'idée du défi famille à énergie positive, c'est d'associer les familles, donc les citoyens, à cette démarche. Donc le défi famille, ça fait maintenant 3 ans qu'il était mis en place par l'association Avenir, donc qui est une association de Garassi Baïgori qui justement travaille sur tout ce qui concerne la valorisation des énergies renouvelables et des initiatives locales. Depuis cette année, c'est le CPIE Pays Basque qui va mettre en place ce défi famille, dans la même, on va dire dans la même veine que ce que faisait l'association Avenir. Et donc ce défi famille, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen ludique de sensibiliser la population locale aux économies d'énergie, aux économies aussi de ressources naturelles comme l'eau. Et c'est le principe, on va dire, du jeu, de la compétition entre guillemets entre différentes équipes,
pour savoir qui fera les plus grandes économies en matière d'énergie sur une période donnée. Donc sur cette année, donc on a à peu près une vingtaine de familles qui sont inscrites sur ce jeu. Et je dirais ce qui est intéressant aussi dans ce défi, c'est que chacun se fixe des objectifs qu'il se sent capable d'atteindre. Et après, c'est vraiment l'émulation entre les personnes. C'est vraiment une sorte de compétition sans enjeu. Je dirais, il n'y a que des vainqueurs, il n'y aura pas de perdants. C'est vraiment ce côté pédagogique et ludique et le côté, voilà, on fait ensemble et on n'est pas juste là, voilà, on attend d'avoir l'info et on fait si on veut. Là, c'est vraiment, je dirais, l'intérêt de ce genre de défi, c'est que les gens sont vraiment acteurs. Le Conseil des élus et le Conseil du développement au Pays Basque se sont rendus compte qu'à l'échelle du territoire, on n'avait jamais réfléchi au patrimoine naturel. Or, nous avons un patrimoine naturel extrêmement riche, extrêmement varié. Et nous avons beaucoup d'acteurs aussi qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs ou autres. Donc l'idée, c'était de faire des réunions pour faire un document, un état des lieux, plus exactement, de ce qu'est ce patrimoine naturel. Alors, patrimoine naturel, c'est au sens très large. Ce n'est pas que l'environnement, parce que l'environnement, ça avait une connotation. C'est tout espace patrimoine naturel, patrimoine culturel. On est rentré dans le cadre de ce projet TEPCV qui permet certes d'avoir des financements parce qu'on avait un projet qui relatait tout à fait des orientations et des objectifs de ce programme TEPCV. On a 7 jardins qui sont en voie de construction, donc à partir d'implantations d'arbustes, de fleurs, de vergers, de vignes, de plantes médicinales, donc on est vraiment dans la biodiversité. D'où l'intérêt du lien direct avec le TEPCV. Et ce qui fait la richesse de ce projet sur ce pays de Bidache, c'est que ces 7 jardins qui seront dans les 7 communes seront tous différents et relateront tous la culture, le patrimoine au travers de cette biodiversité mise en place, autant en lien avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle que l'histoire des seigneurs de Gramont, que la campagne bocagère de Bardos qui est plus agricole, des barthes de Sam où on trouvera des plantes aquatiques. Donc une richesse de biodiversité qui répond en même temps à la culture et au patrimoine de ce pays de Bidache. Le projet du jardin de Bidache, le jardin médiéval, est fait. Il se situe à côté du chemin des Rondes, donc en lien, comme je disais, avec le temps des seigneurs de Gramont. Et il est sur des plantes anciennes, avec des arbustes nains, avec des rosiers qui servaient à faire les parfums. Celui-ci est fait et entretenu en fonction des méthodes d'autrefois. Les 6 autres jardins seront faits et mis en place d'ici la fin du printemps 2017. C'est innovant. Déjà parce qu'au travers de la biodiversité, on parle de la culture, du patrimoine de ce territoire, qu'on va faire intervenir des bénévoles, ne serait-ce que pour l'entretien de tous ces jardins après. Ce seront des lieux pédagogiques en direction des enfants, du public, du tourisme, donc vraiment un mélange d'objectifs au travers de ces 7 jardins. Donc à notre échelle, avec ce beau projet, on rentre dans les orientations de cette transition énergétique. Uraren kalitateaz okupatzen gira, Errobi sindikata, eta gaur egun gero eta gehiago lan ere maiten dugu bioainiztasuna sailean. Eta hor konkretuki, sentsibilizazio lan bat da gehien bat, ere eman dugu berriki egina duguna aipatzeko errekako eguna, Baigorrin pasatu zen hori joan den builean, eta hor biztan dena urari loturik eta biologiari loturik, urbazteretan diren belar eta gaineatiko, jendea sentsibilizatzen ere eman dugu lan egun bat osoa, hainitz partalier baginuen, eta sail hortan ikusten duguna denek ere, da badirela gaur egun belar mota batzu, mota berri batzu, beste belarrer gaina hartzen dutena eta itotzen dituztenak, eta bat etxemplu bat emaiteko, Renue du Japon, hemen Donibaneko inguruotan, Arneiko Ururika Bazterrotan hainitz indartzen ari da, horri buruz ere gauzak nola zer ez den egin behar, zer ahal den egin oraino, zenta hor gira bioainiztasunean, pozoinak erabiliz, belar batzu beresten dira, emeki urtez urte, eta gero ze gertatzen den, eta beraz,
Pozoina aipatzen baitut, ara hor beste sail bat ere, pozoin inahalaguti edo bat ere enpleatzia, hor ere da gure beste lantzail bat, bai herriekin lan, bai laborariekin, herriek legeak ere emanatuko ditu gauza batzu, ez dute pozoinik eman behar gehiago, beraz badira manera batzu, eta hor herriekin lan ere maiten dugu. Berdina, eta hori zomait urte duntan jadanik, laborariekin lan, laborari biologikoaren garatzeko. Donc aujourd'hui, sur notre territoire, il a été lancé un PLUI. Donc aujourd'hui, le PLUI, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal, donc à l'échelle des 11 communes. Donc c'est un outil qui permettra de mieux maîtriser le foncier à vocation d'urbanisme sur le territoire. Donc on va chercher à l'économiser en prônant des formes d'urbanisation plus économes en foncier. Donc on a adhéré avec le pays de Bidache sur cette étude agricole. Donc une première phase a été faite, un diagnostic, donc un diagnostic le plus précis possible en se faisant accompagner de tous les agriculteurs du territoire. Donc on a une très forte mobilisation, les agriculteurs ont été sensibles à cette démarche et ont adhéré à toutes nos réunions. Donc aujourd'hui on se retrouve pour travailler sous forme d'ateliers participatifs et le but de ces ateliers c'est d'essayer de dégager des perspectives pour le futur. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui le premier objectif c'est de diminuer la consommation foncière qui est assez importante à ce jour sur notre territoire du fait d'un accroissement de la population et d'une urbanisation qui se développe. Sur notre territoire, on a des productions qui sont très importantes en termes de viande, le lait de brebis, mais il existe des cultures aujourd'hui qui manquent sur le territoire, en particulier toutes les cultures par rapport au maraîchage. Donc voilà, donc peut-être que ce sera une des pistes qu'on devra travailler pour pouvoir permettre l'installation d'agriculteurs sur le maraîchage, sur des terres souvent qui sont près des centres-bourgs. Et c'est une activité qui pourrait très bien être liée avec différents modes d'urbanisation. La gouvernance alimentaire, c'était un des volets qui initialement n'était pas vraiment fléché dans le TEPCV et dans les points que nous devions travailler ou prendre en compte. Bon, alors, d'une part, ici, on fait toujours un peu dans l'originalité, et deuxièmement, je pense qu'on avait vraiment pointé un problème qui rentrait bien dans le cadre de ce territoire, qui est à la fois urbain et rural, mais où aussi on avait déjà une réflexion sur les pratiques paysannes, sur l'alimentation de qualité, sur ce qu'on voulait offrir aux populations. Il faut arriver à avoir une dynamique entre celui qui va consommer, peut-être qui est plus urbain, et celui qui va produire et qui est plus rural. D'abord, c'est une complémentarité de territoire, c'est un atout. Ça permet aux paysans de mieux vivre, d'avoir une valeur ajoutée sur le travail qu'ils produisent, et ça nous permet à nous de manger des produits de qualité, à un prix qui devient tout à fait acceptable, à en faire profiter pour ce qui est de notre responsabilité en restauration collective, les enfants, les personnes âgées, au travers des repas que nous servons nous-mêmes. Donc oui, c'est un dossier important. Il faut aussi qu'on travaille à terme avec la grande distribution. Il faut aussi voir comment des produits locaux pourraient être mis en avant, parce qu'il faut effectivement envisager un monde où on sera un petit peu moins nourri aux pesticides ou aux différents intrants. Alors pour moi, il était complètement naturel de participer à la gouvernance alimentaire parce que en tant que distributeur, on pèse 70% de la consommation et on est tous d'accord sur le fait qu'il faut arriver à modifier nos modes de consommation, aller vers une consommation qui soit plus locale, plus responsable, plus équilibrée. Et donc pour ça, on ne peut pas en tant que distributeur, vu le poids qu'on a, tourner le dos. À ce jour, moi j'étais le seul distributeur à participer parce que je pense que mes collègues n'ont pas encore vu l'intérêt. Ils sont encore concentrés sur la méthode que moi je vais appeler un peu la méthode d'hier. Aujourd'hui, je pense que chacun des acteurs du maillon de la consommation et de l'offre alimentaire doit prendre plus en considération le
le manger moins et manger mieux. Aujourd'hui, ça reste encore un peu trop un slogan et une niche de business, on va dire, que de faire du local et du bio. Alors que je pense que ça doit être plutôt une alternative et une véritable offre concrète. Je pense de toute façon que c'est incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va atteindre des limites de ressources, on va atteindre des problèmes de santé si on ne change pas la façon de consommer. Je crois plus à la centralisation des décisions. Je pense que ça se passe sur le territoire, ça se passe par les acteurs qui sont là et qui ont en face d'eux les citoyens et les consommateurs qu'ils ont au quotidien. Et donc je pense que c'est par le travail sur un village, sur un quartier, sur une ville, que les choses vont changer. Il est évident que nous sommes en 2016-2017. Bien évidemment, on aura peut-être du mal à voir quelle sera l'actualité en 2030, en 2050. Serons-nous encore là? On peut aussi se poser la question, mais à l'évidence, on doit déjà aujourd'hui se fixer des grandes lignes pour l'avenir. Et faisons en sorte que ce que nous allons nous fixer comme objectif et les moyens que nous nous donnerons ne doivent en aucun cas hypothéquer l'avenir 2030-2050. Alors que la communauté d'agglomération Pays Basque vient de s'installer, il nous faut nous interroger sur l'importance de ces dérèglements climatiques. Et se dire que nos politiques publiques doivent être dictées par cette considération nouvelle qu'est la transition énergétique et écologique. Il faut, à mon avis, pouvoir refonder la politique de l'eau, la politique du logement, celle des transports, vraisemblablement aussi nous interroger à nouveau sur le cycle des déchets. Le Pays Basque a déjà beaucoup fait dans cette direction. Depuis Pays Basque 2010 et 2020, déjà nous avons réfléchi à ce sujet, mais il nous faut être encore plus actifs dans ce domaine, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse bien évidemment des citoyens ou des chefs d'entreprise, pour faire en sorte effectivement que la transition écologique et énergétique soit le véritable dénominateur commun de nos politiques publiques.